Le téléphone est silencieux, mais votre corps, lui, attend encore. Il y a une tension subtile dans vos épaules, une vigilance dans votre système nerveux, comme un soldat en faction qui attend un signal qui ne vient pas. Vous avez décidé d'arrêter. Vous avez dit les mots, peut-être à voix haute, dans votre appartement vide, ou peut-être juste dans le secret de votre esprit. C'en est fini, je n'attends plus. Pourtant, le geste de prendre le téléphone, le pouce qui flotte au-dessus de l'écran, le cœur qui sursaute à chaque vibration fantôme dans votre poche, ce ballet continue. C'est une chorégraphie épuisante que votre conscience rejette, mais que votre corps exécute encore, par habitude, par espoir, par une blessure plus ancienne que cette histoire. Ce n'est pas simplement l'attente d'un message, c'est l'attente d'une validation, l'attente d'un signe qu'on ne vous a pas oublié, que vous existez encore dans son monde, que l'histoire n'est pas terminée. Chaque heure de silence semble ajouter une couche de doute sur votre propre valeur. Le silence de l'autre devient une preuve assourdissante de votre insignifiance. Et c'est là que réside la véritable douleur. Pas dans son absence, mais dans ce que son absence semble dire de vous. On vous a donné des conseils. Occupe-toi, sors avec tes amis, concentre-toi sur ton travail. Des conseils logiques, pleins de bon sens, mais qui sonnent creux. Car ils traitent le symptôme, l'attente, sans jamais toucher à la racine du mal. Ils vous demandent de coller un pansement sur une hémorragie interne. Vous pouvez vous forcer à ne pas regarder votre téléphone pendant 3 heures, mais pendant ces 3 heures, une partie de vous est toujours là-bas, avec lui, dans le silence, à se demander ce qu'il fait, ce qu'il pense, s'il pense à vous. La véritable transformation ne se trouve pas dans la distraction. Elle se trouve dans un changement de regard, un retournement profond de l'énergie psychique. Ce n'est pas une tactique pour le faire réagir, c'est un retour à soi si fondamental qu'il modifie l'équilibre invisible de la relation. Et c'est ici que la psychologie de Carl Jung nous offre une carte bien plus profonde que les simples conseils de surface. Car ce qui se joue dans ce silence n'est pas une simple histoire de séduction, mais une puissante dynamique de l'inconscient. Le paradoxe est le suivant. Le moment où vous cessez véritablement d'attendre n'est pas le moment où vous l'oubliez, mais le moment où vous vous souvenez de vous-même. Et ce retour à soi, ce n'est pas un acte de volonté, c'est un acte de conscience. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut cesser de regarder son téléphone et commencer à regarder à l'intérieur de soi. La question la plus importante n'est pas « pourquoi n'écrit-il pas ?» La question la plus profonde est « pourquoi son silence a-t-il autant de pouvoir sur moi ? Qu'est-ce que ce silence active en moi ?» Dans la psychologie jungienne, on parle de l'énergie psychique, la libido, non pas au sens purement sexuel, mais comme la force vitale de notre attention, de notre concentration, de notre investissement émotionnel. Imaginez que votre énergie est un courant lumineux, une rivière d'or liquide. Depuis des jours, des semaines peut-être, vous avez dirigé l'intégralité de cette rivière vers lui. Chaque pensée, chaque scénario, chaque analyse de ses derniers mots, chaque espoir placé dans un futur message. Tout cela est un flux constant d'énergie qui quitte votre centre pour aller nourrir un espace extérieur, un espace qui l'occupe. Vous n'êtes pas simplement en train d'attendre, vous êtes en train de le maintenir en vie dans votre psyché, avec une force et une constance qu'il n'investit probablement pas lui-même. Vous entretenez une relation unilatérale avec une image, une possibilité. Et cela vous vide. Cela explique cette fatigue étrange qui ne vient pas du manque de sommeil, mais du manque de soi. Vous êtes épuisé parce que votre force vitale est externalisée. Arrêter d'attendre, ce n'est donc pas simplement poser son téléphone. C'est prendre la décision consciente de détourner le cours de cette rivière d'énergie. C'est un acte de récupération. Au début, c'est incroyablement difficile. Le lit de la rivière est creusé, l'habitude est puissante. Quand vous essayez de ramener l'énergie vers vous, elle cherche à retourner dans son ancien chemin. C'est ce qui crée cette sensation de manque, ce vide angoissant. Ce vide n'est pas le vide de son absence, c'est le vide de votre propre énergie qui n'a pas encore trouvé un nouveau foyer en vous. C'est là que se produit le premier changement majeur. Tant que votre énergie est focalisée sur lui, vous êtes en mode réactif. Votre état émotionnel dépend d'un événement extérieur, la notification. Vous lui avez donné les clés de votre paix intérieure. Le premier pas du retour à soi est de reprendre ces clés.
Cela ne veut pas dire se sentir immédiatement heureuse et comblée. Cela veut dire accepter de s'asseoir avec l'inconfort du vide, de tolérer l'anxiété sans y réagir immédiatement en vérifiant le téléphone ou en envoyant un message de relance qui ne ferait que rouvrir les vannes de l'énergie sortante. Ce processus de retrait de l'énergie est ce que Jung appellerait le retrait d'une projection. Une projection est un mécanisme inconscient par lequel nous attribuons à une autre personne des qualités, des pouvoirs ou des contenus qui sont en réalité les nôtres. Dans une dynamique amoureuse, une femme projette souvent sur un homme une partie de son propre masculin intérieur, ce que Jung nomme l'animus. L'animus représente le principe de la logique, de l'action, de la parole, de l'autorité intérieure. Quand une projection massive de l'animus a lieu, l'homme devient celui qui détient le pouvoir de dire, de valider, de décider. Son message n'est plus un simple message, il devient le verbe qui confirme votre existence et votre valeur. Son silence n'est plus un simple silence, il devient un jugement, une annulation. Vous attendez de lui ce que votre propre animus intérieur devrait vous fournir, la certitude de votre valeur, la direction de votre vie, l'autorité sur vos propres émotions. Arrêter d'attendre, d'un point de vue jungien, c'est donc commencer le travail difficile mais essentiel de retirer cette projection. C'est cesser de chercher à l'extérieur la validation que seule une connexion à votre propre autorité intérieure peut vous donner. C'est un acte d'individuation, le processus par lequel on devient un individu unifié et complet. La dynamique change parce que le jeu n'est plus le même. Tant que vous attendez, vous participez à un jeu de pouvoir où vous êtes en position de demande. Votre silence est un silence plein, un silence bruyant, chargé d'attente, d'espoir et de reproches. C'est une énergie que l'inconscient de l'autre perçoit. Il sait, même sans y penser consciemment, que vous êtes là, disponible, en orbite. Votre disponibilité constante, même silencieuse, le place dans une position de confort. Il n'a pas besoin de faire d'efforts, car il sent que l'élastique est tendu de votre côté. Il peut prendre son temps, gérer ses priorités, car il sait que vous êtes là. Mais quand vous cessez vraiment d'attendre, quand vous commencez à rediriger cette rivière d'énergie vers vous, votre silence change de nature. Il devient un silence vide. Non pas vide de sens, mais vide de votre attente. Ce n'est plus un silence qui crie « Où es-tu ?», mais un silence qui dit calmement « Je suis ici, en moi-même ». Ce changement est palpable sur un plan subtil, inconscient. L'espace que vous occupiez dans la dynamique, avec votre énergie d'attente, se vide soudainement. Pour l'autre, c'est comme si une présence constante et familière disparaissait du champ énergétique. Il n'y a plus de tension sur l'élastique de son côté. Au début, il ne le remarque peut-être pas. Mais après un certain temps, ce vide peut créer un appel d'air. Son inconscient, habitué à recevoir votre énergie, enregistre une perte. C'est à ce moment-là que quelque chose peut se produire. Ce n'est pas une loi magique, c'est de la psychophysique relationnelle. L'ego de l'homme, qui était peut-être inconsciemment nourri par votre attention constante, commence à se sentir affamé. La persona qu'il a construite, peut-être celle de l'homme détaché et nonchalamment désiré, perd son public. Son propre système psychique, pour retrouver un équilibre, peut le pousser à se demander « Mais où est-elle passée ?» Ce n'est pas qu'il réalise soudainement qu'il vous aime éperdument. C'est plus primal que ça. C'est une rupture dans le schéma habituel. Le danseur attend sa partenaire pour un pas familier, mais elle n'est plus là. Elle est de l'autre côté de la salle, en train de danser seule, ou de parler avec quelqu'un d'autre, ou simplement de boire un verre, absorbée par ses propres pensées. La dynamique est brisée. Et pour la rétablir, ou pour comprendre ce qui s'est passé, il est souvent obligé de faire un pas vers elle. C'est là que le message peut arriver. Mais la vérité la plus importante est la suivante. Si vous faites cela comme une stratégie, cela ne fonctionnera pas. L'inconscient ne peut être trompé. Si vous prétendez ne pas attendre, mais que chaque fibre de votre être est encore tendue vers votre téléphone, votre silence restera un silence plein, un silence de manipulation. Et l'énergie de la manipulation est une énergie faible, qui sent le besoin et la peur. Le véritable changement se produit lorsque votre retour à vous-même est sincère. Quand la raison pour laquelle vous reprenez votre énergie n'est pas de le faire réagir, mais de survivre, de vous retrouver, de vous guérir. C'est un acte d'amour-propre, pas une tactique de séduction.
Concrètement, à quoi ressemble ce retour à soi? Ce n'est pas seulement s'occuper. C'est réinvestir son propre royaume intérieur. C'est se poser des questions que vous aviez arrêté de vous poser. De quoi ai-je envie, moi, maintenant? Pas demain, pas quand il aura répondu, mais maintenant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de choisir la musique que vous voulez vraiment écouter, et non celle qui vous rappelle lui. C'est de cuisiner un plat que vous adorez, pour vous. C'est de vous plonger dans un livre avec une telle concentration que vous oubliez l'existence de votre téléphone pendant 1 heure. Chacun de ces petits actes est un fil de lumière que vous retirez de lui pour le retisser en vous. Au début, cela semble forcé. Mais peu à peu, vous commencez à y prendre goût. Vous redécouvrez le plaisir de votre propre compagnie, la richesse de votre propre monde intérieur. Vous réalisez que le centre de votre vie, c'est vous, pas lui. Et c'est là qu'intervient une autre couche de la psychologie jungienne, la rencontre avec l'ombre. L'ombre est la partie de nous-mêmes que nous n'aimons pas, que nous refoulons. Dans cette situation, l'ombre est souvent la femme dans le besoin, la femme désespérée, celle qui a peur d'être seule, celle qui se sent sans valeur si elle n'est pas désirée. Tant que vous attendez, vous fuyez cette ombre. Vous espérez que son message viendra la faire taire, la repousser dans le noir. Mais quand vous décidez de ne plus attendre, vous n'avez d'autre choix que de vous retourner et de lui faire face. Le vide que vous ressentez, c'est sa présence. L'anxiété, c'est sa voix. Le travail consiste alors non pas à la détruire, mais à l'écouter. Qu'est-ce que cette partie de vous essaie de vous dire? Souvent, elle parle d'une blessure d'abandon très ancienne. Elle exprime une peur fondamentale de ne pas être assez bien. En l'écoutant avec compassion, sans la juger, vous commencez à l'intégrer. Vous réalisez que ce besoin d'être aimé est humain, mais que vous ne pouvez pas déléguer la responsabilité de le combler à quelqu'un qui est silencieux. Vous devez apprendre à donner à cette partie de vous l'amour et la sécurité qu'elle recherche désespérément à l'extérieur. C'est cela, devenir son propre parent intérieur. Au fur et à mesure que vous intégrez cette ombre, votre pouvoir grandit. Vous n'êtes plus terrifié par votre propre besoin, donc vous n'êtes plus terrifié par son silence. Son silence cesse d'être une menace pour votre survie psychique. Il devient simplement une information. En ce moment, cette personne n'est pas disponible ou ne choisit pas de communiquer. C'est tout. Cela ne dit plus rien sur votre valeur fondamentale. La dynamique change parce que vous avez changé. Vous n'êtes plus un satellite en orbite autour de son soleil. Vous êtes devenu votre propre étoile, avec votre propre gravité. Votre énergie, qui était diffuse et projetée, est maintenant dense et centrée en vous. C'est une énergie de calme, de solidité. C'est ce qu'on appelle la dignité. Et cette énergie est incroyablement attractive. Pas d'une manière aguicheuse ou superficielle, mais d'une manière profonde, presque magnétique. Un homme, surtout un homme qui a lui-même une certaine profondeur, mais qui est peut-être pris dans ses propres peurs de l'engagement, sentira ce changement. Une femme qui n'a pas besoin de lui, mais qui pourrait le choisir, est infiniment plus fascinante qu'une femme qui a désespérément besoin de sa validation. Il sentira que le jeu a changé de niveau. Il ne s'agit plus de savoir qui a le pouvoir, mais de savoir si deux centres, deux mondes complets, peuvent se rencontrer. Votre retour à vous-même l'invite, sans un mot, à faire de même. Il ne peut plus se contenter d'être une figure de pouvoir distante. Pour entrer dans votre monde maintenant, il doit se présenter comme un être entier, pas seulement comme un distributeur de validation. C'est pourquoi le message, quand il arrive, est si différent. Il n'arrive pas dans un désert assoiffé, mais dans un jardin déjà florissant. Et votre réaction est différente. Il n'y a plus cette explosion de soulagement mêlée de ressentiment. Il y a un calme. Vous voyez la notification. Peut-être que vous souriez. Mais vous finissez ce que vous êtes en train de faire. Vous terminez votre chapitre, vous terminez votre conversation avec une amie, vous terminez votre tasse de thé. Parce que votre vie a repris son cours. Le message n'est plus l'événement central qui dicte votre journée. C'est une information qui entre dans votre champ, et vous choisirez quand et comment y répondre. Depuis votre centre, pas depuis votre manque. Si cette réflexion nomme quelque chose que vous n'avez jamais pu formuler, prenez un instant pour écrire une seule phrase pour vous-même. Une phrase qui ancre ce changement. Pas pour lui, pas pour le monde, mais pour la partie de vous qui apprend à rentrer à la maison. Le plus grand pouvoir que vous récupérez est le pouvoir sur votre propre histoire.
Tant que vous attendez son message, c'est lui le narrateur. C'est lui qui décide du rythme, des rebondissements, de la fin du chapitre. Le moment où vous cessez d'attendre est le moment où vous reprenez la plume. Vous recommencez à écrire votre propre récit. Et dans ce récit, vous êtes le personnage principal. Il peut y avoir un rôle pour lui, ou non. Mais ce n'est plus lui qui tient le stylo. Et que se passe-t-il s'il ne revient jamais ? C'est la peur ultime, celle qui nous maintient enchaînés au téléphone. La beauté de ce processus, c'est que si vous le faites sincèrement, cette question perd de son tranchant. Car le but n'a jamais été de le faire revenir, le but était de vous faire revenir. À vous-même. Si son silence est définitif, vous le réaliserez depuis un lieu de force et non de dévastation. Vous aurez déjà commencé à construire une vie si riche et si centrée sur votre propre vérité que son absence ne sera plus un trou béant au centre de votre être, mais un espace vide à la périphérie, un espace que vous pouvez choisir de laisser vide ou de remplir avec quelque chose ou quelqu'un de nouveau quand vous serez prête. Vous aurez transformé le poison de l'attente en remède de la connaissance de soi. La dynamique change parce que l'équation a changé. L'ancienne équation était « moi plus lui égale complète ». La nouvelle équation est « moi égale complète ». Et à partir de cette complétude, je peux choisir de partager mon monde avec un autre être complet. Ce n'est plus une relation de dépendance, mais une relation de connexion. Ce chemin n'est pas facile, il demande du courage. Le courage de faire face à sa propre ombre, le courage de tolérer l'incertitude, le courage de se choisir soi-même, même quand tout notre conditionnement nous pousse à choisir l'autre. Mais c'est le seul chemin vers une véritable liberté émotionnelle et une dignité inébranlable. Le téléphone est toujours sur la table, mais il a perdu son pouvoir. Ce n'est plus une idole ou un instrument de torture, c'est juste un objet. Le silence n'est plus une punition, c'est un espace pour respirer, un espace pour être, un espace qui vous appartient désormais. Et si un jour, une notification s'allume avec son nom, vous la regarderez avec une nouvelle clarté. Non pas comme une naufragée qui voit une terre promise, mais comme une reine qui reçoit un messager à la porte de son propre royaume. Et elle décidera, en toute souveraineté, si elle souhaite ouvrir la porte. Mon silence n'est pas un jeu, c'est mon retour à moi-même. Ce retour à soi est d'abord une expérience physique, une mémoire cellulaire qui se réécrit. Le corps, qui avait appris à vivre en état d'alerte, doit désapprendre. Le soldat intérieur, celui qui montait la garde devant le téléphone, doit être démobilisé. Ce processus n'est pas mental, il est viscéral. Vous le sentirez d'abord dans votre respiration. Un jour, en marchant dans la rue ou en préparant votre café, vous réaliserez que vous respirez profondément, que votre diaphragme est détendu. Vous prendrez conscience que, pendant des semaines, vous avez vécu avec une respiration courte, thoracique, la respiration de l'anxiété et de l'anticipation. Ce premier souffle profond est le signe que votre système nerveux commence à passer du mode sympathique, le mode du combat, de la fuite, du gel, au mode parasympathique, celui du repos, de la digestion, de la réparation. Ensuite, vous sentirez une chaleur revenir dans vos mains et vos pieds. L'énergie qui était concentrée dans votre tête, à analyser, et dans votre poitrine, à angoisser, se redistribue dans tout votre corps. C'est le retour littéral de votre force vitale dans vos propres membres. Vous vous sentirez plus ancré, plus présente dans l'espace. Votre posture pourrait même changer. Le dos se redresse, non par effort, mais par relâchement. Les épaules, qui portaient le poids de l'attente, s'abaissent. Vous occupez votre corps différemment, avec une aisance qui n'était plus là. C'est votre corps qui vous dit « bienvenue à la maison ». Et puis, il y a les signes intérieurs, plus subtils, mais tout aussi réels. Le premier est le changement de votre dialogue interne. Les questions obsessionnelles. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il ne m'écrit pas ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? Commencent à s'estomper. Elles ne disparaissent pas d'un coup, mais elles perdent de leur volume, de leur urgence. Elles sont remplacées par d'autres questions. De quoi ai-je envie, là, maintenant ? Qu'est-ce qui me ferait du bien ? Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment ? Le projecteur de votre conscience pivote lentement de lui vers vous. Un autre signe est la transformation de votre perception du temps.
Quand vous attendiez, le temps était un ennemi. Chaque minute qui passait était un vide à combler, une épreuve. Le temps libre était angoissant car il laissait trop de place aux pensées obsessionnelles. Maintenant, le temps redevient votre allié, votre espace. Une soirée seule n'est plus une preuve de votre solitude, mais une toile vierge. Vous commencez à y voir des possibilités, ce livre que vous vouliez lire, ce film que vous vouliez voir, ce projet que vous aviez mis de côté. Le temps redevient une ressource précieuse pour vous nourrir, et non plus un compte à rebours anxiogène. Le signe le plus profond est peut-être le changement de la nature de vos rêveries. Tant que vous attendiez, vos fantasmes étaient centrés sur lui, le scénario de son retour, la conversation que vous auriez, les retrouvailles. C'était une fiction dans laquelle vous étiez un personnage secondaire attendant que le héros agisse. Progressivement, vos rêveries changent de personnage principal. Vous commencez à vous imaginer dans d'autres scénarios, des scénarios qui ne l'incluent pas. Vous vous voyez réussir un projet professionnel, partir en voyage seul ou avec des amis, apprendre une nouvelle compétence. Vous recommencez à fantasmer votre propre futur, pour vous-même. C'est le signe que votre énergie psychique a véritablement trouvé un nouveau foyer. Ce changement de paysage mental est la preuve que vous avez commencé le dialogue avec votre ombre et que vous êtes en train de l'intégrer. Cette femme dans le besoin, cette part de vous terrifiée par l'abandon, vous ne la fuyez plus. En lui donnant de l'attention et de la compassion, vous lui donnez ce qu'elle cherchait désespérément à l'extérieur. Mais l'intégration ne s'arrête pas à l'écoute. Il s'agit de donner une nouvelle fonction à cette énergie. Le besoin d'être vu peut devenir la motivation pour créer quelque chose et le montrer au monde. La peur de la solitude peut devenir la capacité à apprécier une compagnie de qualité et à rejeter les relations médiocres. C'est ici que l'animus, autrefois projeté sur cet homme, est réintégré de manière constructive. Il cesse d'être le juge extérieur dont vous attendez le verdict et il devient votre architecte intérieur. C'est cette part de vous qui vous aide à discerner, à structurer vos pensées, à poser des actes alignés avec vos valeurs, à dire non à ce qui ne vous convient plus. Il construit la forteresse intérieure dont vous êtes la reine. Vous devenez émotionnellement autosuffisante. Votre sécurité ne dépend plus de la présence ou de l'absence d'un message. Elle est générée de l'intérieur. Et un jour, inévitablement ou non, le test pratique se présente. Le téléphone s'allume, son nom apparaît. Dans l'ancien paradigme, c'était le moment de la décharge électrique. Une vague d'adrénaline, un mélange de soulagement euphorique et d'anxiété. Le monde s'arrêtait. La seule chose qui comptait était d'ouvrir ce message. Maintenant, quelque chose est différent. Le cœur fait un bond. Oui, c'est une réaction conditionnée, un écho du passé. Mais immédiatement après, il y a un espace de calme. Vous observez cette réaction en vous comme on observe une vague arriver sur la plage et se retirer. Elle ne vous submerge plus. Vous êtes l'océan, pas la vague. Souvent, le message est d'une banalité déconcertante. Un « salut, ça va ?» ou une réaction à une de vos stories. L'ancienne vous se serait lancée dans une frénésie d'analyse. Que veut-il dire ? Pourquoi maintenant ? Comment dois-je répondre pour être à la fois cool et intéressé ? Vous auriez convoqué un conseil de guerre avec vos amis. La nouvelle, vous, celle qui a réintégré son énergie, ressent un calme curieux. Il n'y a plus d'urgence. Vous êtes peut-être en train de lire un article passionnant, de discuter avec quelqu'un, ou simplement de savourer le silence. Et vous ne vous interrompez pas, vous finissez votre action, vous terminez votre pensée, parce que votre vie, votre moment présent, est devenu plus important que l'interruption qu'il représente. Cette pause, ce délai avant même de lire le message, n'est pas une stratégie. C'est la conséquence naturelle du fait que votre attention est désormais ancrée en vous. Quand vous décidez d'ouvrir le message, vous le lisez avec une clarté nouvelle. Vous ne lisez pas entre les lignes ce que vous espérez y trouver, vous lisez ce qui est écrit. Vous voyez le niveau d'effort. Vous percevez l'énergie derrière les mots. Un « salut, ça va ?» après des semaines de silence n'est plus perçu comme une ouverture romantique, mais comme ce qu'il est souvent, une sonde de basse énergie, un moyen de vérifier si vous êtes toujours en orbite, une façon de calmer une petite angoisse de son côté. Et votre réponse, si vous choisissez d'en faire une, viendra de ce lieu de calme. Elle ne sera pas chargée de ressentiments passifs-agressifs, ni débordante d'un enthousiasme qui trahirait votre attente passée.
Elle sera simple, honnête et alignée avec votre état présent. Peut-être un « je vais bien, merci, j'espère que toi aussi », qui ne pose pas de questions en retour, ou un simple pouce levé. Ou peut-être rien du tout, si vous sentez que cette conversation ne vous apportera rien de bon. Vous avez repris le pouvoir de décider si cette porte doit être entr'ouverte ou rester fermée. La dynamique est inversée, non parce que vous l'avez voulu, mais parce que vous avez changé. Ce qui nous amène à la vérité finale de ce processus. Cet homme, cette attente, cette douleur, ce n'était pas le sujet principal. Il n'était pas la maladie, il était le symptôme. Le symptôme d'une déconnexion avec vous-même, d'une énergie vitale qui fuyait, d'une validation cherchée au mauvais endroit. Il a été le catalyseur, l'enseignant involontaire qui, par son silence, vous a forcé à regarder le vide en vous. Et en osant regarder ce vide, vous avez découvert qu'il n'était pas vide du tout. Il était plein de vous, plein de vos désirs oubliés, de vos forces négligées, de votre sagesse intérieure qui attendait patiemment que vous fassiez silence pour l'entendre. Le but n'a jamais été de le faire revenir. Le but était de vous faire revenir à vous. Et si par ce retour il est intrigué et attiré par cette nouvelle énergie que vous dégagez, cela devient une option, un bonus, et non plus une nécessité vitale. Vous pouvez alors l'évaluer non pas avec les yeux du besoin, mais avec les yeux de la souveraineté. Est-ce que cet homme est capable de rencontrer la femme que je suis devenue? Est-ce qu'il peut entrer dans mon royaume en tant qu'égal, ou cherche-t-il juste une validation facile? Votre paysage intérieur n'est plus un désert attendant sa pluie. C'est un jardin qui a appris à créer sa propre pluie, à puiser dans ses propres nappes phréatiques. Une personne qui arrive dans ce jardin doit être un visiteur respectueux, pas un sauveur. La plus grande ironie est que vous pourriez même ressentir une forme de gratitude pour ce silence qui vous a tant fait souffrir. Car sans lui, vous seriez peut-être resté en orbite, dans cette attente épuisante, pendant des mois, voire des années, perdant lentement votre lumière. Son absence vous a offert, malgré lui, le plus grand des cadeaux, l'opportunité de vous retrouver. Alors, le voyage se termine là où il a commencé. Le téléphone est sur la table. Mais il n'est plus le centre de la pièce. Vous êtes le centre. Votre présence vous suffit. Et de cette plénitude silencieuse naît une nouvelle musique, la vôtre.